Sacrée voiture. Comment un gars comme vous se retrouve avec une Lambo à 500 000 $? Comme tout le monde, agent. Je l'ai acheté. Acheté. Hein? Ça a dû être un sacré jour de paix. Mon jour de paix, mon travail, mon argent, cette voiture est à moi, légitime. L'officier Kevin Mercer, matricule 7294 du Westside Police Department, a vu un Français noir faire le plein d'un Lamborghini Urus à 240 000 $ dans une station-service et a instantanément décidé que le véhicule devait forcément être volé ou payé avec de l'argent de la drogue. Il s'est rangé derrière le SUV, gyrophares allumés, s'est approché la main sur son arme et a exigé de savoir d'où l'homme tenait cette voiture. Parce que des gens comme vous ne conduiseront pas des voitures comme ça, à moins qu'elles soient les volées ou achetées avec de l'argent sale. Quand le juge Samuel Carter a calmement présenté son immatriculation, prouvant qu'il en était le propriétaire, Mercer l'a accusé d'utiliser de faux documents et a menacé de faire mettre le véhicule en fourrière et de l'arrêter pour vol de véhicule. Ce que Mercer ne savait pas, c'est que Carter était juge à la Cour supérieure de l'État, qu'il avait acheté ce Lamborghini avec son propre salaire, que toute la scène était captée par les caméras de sécurité de la station et que sa conviction qu'un Français noir ne pouvait pas posséder légalement un véhicule à 4 millions de $ lui coûterait son badge et déclencherait un procès à 10 millions de $. Avant d'aller plus loin, petite question. Vous regardez depuis quelle ville ou quel pays? Dites-le en commentaire. On adore voir d'où vous nous suivez. Et si vous pensez que conduire une voiture chère en étant un Français noir n'est pas un crime et ne devrait pas être traité comme suspect, alors likez cette vidéo et abonnez-vous. Le juge Samuel Carter avait passé toute sa vie adulte à gagner le droit de se tenir près de cette pompe un vendredi soir de fin octobre. À 52 ans, avec 19 ans sur le banc de la Cour supérieure de l'État et près d'une décennie comme procureur avant cela, Carter s'était construit une carrière fondée sur le travail et l'intégrité et une planification financière méticuleuse. Il vivait modestement sur la plupart des plans, épargnant et investissant avec discipline. Et il y a 2 ans, il avait décidé de se récompenser après avoir atteint un cap de carrière. Le Lamborghini Urus blanc nacré, à la pompe numéro 4, représentait un rêve qu'il nourrissait depuis l'adolescence, quand il enchaînait 2 jobs pour payer le Community College. Il était intégralement payé, immatriculé à son nom, et assuré avec une couverture qui lui coûtait par mois plus que certaines mensualités de voiture. Carter aimait ce véhicule, non pas parce qu'il était cher, mais parce qu'il incarnait tout ce qu'il avait surmonté et tout ce qu'il avait accompli. Ce soir-là, il venait de quitter le palais de justice après une audience particulièrement longue sur un procès civil complexe. Il portait encore son costume, même s'il avait desserré sa cravate et retiré sa robe avant de quitter ses bureaux. Et la station-service était sur son itinéraire habituel. Une station Shell bien éclairée, dans un quartier huppé, où il s'arrêtait souvent. Carter se tenait à côté du Lamborghini, le pistolet de la pompe dans le réservoir, regardant les chiffres grimper sur l'écran et pensant au week-end à venir. Il avait prévu de longer la côte le lendemain, peut-être prendre la route longue à travers les montagnes, profiter de la voiture comme elle était faite pour être conduite. La soirée était fraîche et claire, et la station était modérément animée par des gens terminant leur semaine. Carter n'a pas remarqué la voiture de patrouille entrer dans la station jusqu'à entendre le bref whip de la sirène et voir les lumières se refléter sur la peinture brillante du Lamborghini. Il a levé les yeux et a vu une voiture du Westside Police Department garée juste derrière son véhicule, le bloquant. Un agent descendait, et même à 15 pieds, Carter voyait la posture agressive, la main sur l'arme, le langage corporel d'un contrôle qui n'avait rien d'un simple check. Carter avait été procureur assez longtemps, puis juge assez longtemps, pour reconnaître les ennuis quand ils arrivent. L'officier Kevin Mercer patrouillait le Western District pendant l'essentiel de ses 11 ans de carrière au Westside Police Department, et il s'était forgé des instincts sur ce qui avait sa place, ou non, dans les quartiers sous sa surveillance. Quand il a passé la station Shell,
et a vu le Lamborghini Urus à la pompe, son attention s'y est accrochée immédiatement. Les véhicules de luxe n'étaient pas rares dans cette zone, mais quelque chose, dans cette scène, a déclenché ses soupçons. Il a fait le tour du pâté de maison et est revenu pour un second regard. Et quand il a vu que le conducteur était un Français noir dans la cinquantaine, les suppositions de Mercer se sont figées en certitude. Pour Mercer, un Français noir au volant d'un SUV à 4 millions signifiait une seule chose. Soit la voiture était volée, soit elle avait été achetée avec de l'argent illégal. Il n'y avait aucune troisième option dans son esprit. Aucune possibilité qu'un Français noir puisse simplement être prospère et riche par des moyens légitimes. Mercer avait 27 plaintes civiles dans son dossier, dont 20 comportaient des accusations de profilage racial ou de harcèlement de conducteurs issus de minorités dans des zones aisées. Les affaires internes avaient signalé son dossier à 2 reprises, notant des schémas suggérant un biais dans ses décisions de contrôle, mais sans sanction sérieuse à la clé. Ses supérieurs le considéraient proactif, le genre d'agent qui n'hésite pas à effectuer des contrôles que d'autres éviteraient. Ce qu'eux appelaient proactif, mais ses victimes l'appelaient harcèlement. Mercer est entré dans la station gyrophares allumés, s'est garé derrière le Lamborghini pour l'empêcher de partir et est descendu avec l'assurance de quelqu'un convaincu qu'il allait réaliser une grosse prise. Carter l'a vu approcher et a senti son ventre se nouer d'une tension familière. Il avait déjà vécu ça, mais rarement avec autant d'agressivité. Il a gardé ses mains visibles, l'une tenant encore le pistolet de la pompe, et a attendu que l'agent parle. Mercer s'est arrêté à environ 6 pieds, la main droite sur son arme, les yeux alternant entre Carter et le Lamborghini avec une suspicion non dissimulée. « Bonsoir », a dit Carter calmement, sur un ton neutre et professionnel. « Il y a un problème, officier ?» Mercer n'a pas rendu la politesse. « Jolie voiture, vraiment jolie. Vous l'avez eue où ?» La question a frappé Carter comme une insulte, mais il a gardé son calme. « Je l'ai achetée. Mais en quoi puis-je vous aider ? Des gens comme vous ne conduisent pas des voitures comme ça à moins qu'elles soient volées ou achetées avec de l'argent sale, » a dit Mercer. Les mots sont sortis d'un ton presque conversationnel, comme s'il énonçait un fait évident au lieu d'une accusation raciste. « Alors je vous repose la question. Vous l'avez vraiment eue où, cette voiture ?» Carter a retiré le pistolet de la pompe et l'a remis en place, lentement, délibérément. Puis il s'est tourné face à Mercer et quand il a parlé, sa voix portait l'autorité mesurée de quelqu'un qui a passé 2 décennies dans des salles d'audience. « Officier, je suis propriétaire de ce véhicule. Je l'ai acheté légalement avec mon propre argent. Je peux vous présenter l'immatriculation et la preuve de propriété, mais j'ai besoin de connaître la raison de ce contrôle. Ai-je commis une infraction routière ? Ne vous inquiétez pas de la raison pour laquelle je vous ai arrêté. Non, a dit Mercer en s'avançant. Montrez-moi votre permis, l'immatriculation et l'assurance, et gardez vos mains là où je peux les voir. Carter a tendu la main lentement vers son portefeuille, décrivant ses gestes comme il l'avait appris en assistant d'innombrables accusés contrôlés par la police. Je vais dans la poche de ma veste pour mon portefeuille. L'immatriculation et l'assurance sont dans la boîte à gants. Je vais devoir me pencher dans la voiture pour les prendre. Doucement, a ordonné Mercer, la main toujours sur l'arme. Carter a sorti son permis et l'a donné à Mercer, puis il a ouvert la porte conducteur du Lamborghini. L'intérieur était impeccable. Siège en cuir crème, tableau de bord qui ressemblait à celui d'un jet privé. Il a ouvert la boîte à gants, a pris l'immatriculation et l'assurance, puis est revenu les remettre à Mercer. Mercer a examiné les documents sous les lumières de la station et Carter a observé son visage quand il a lu le nom sur l'immatriculation et constaté qu'il correspondait parfaitement au permis. Le véhicule était enregistré au nom de Samuel G. Carter, à une adresse dans l'un des quartiers les plus chers de la ville. L'assurance était valide, tout était parfaitement en règle. À cet instant, la scène aurait dû s'arrêter. Un agent raisonnable aurait rendu les documents, peut-être présenté des excuses, et laissé Carter finir sa soirée.
Mais Kevin Mercer n'était pas un agent raisonnable, et son ego ne lui permettait pas d'admettre que ses suppositions étaient fausses. Au lieu de cela, il a regardé Carter avec une suspicion encore plus profonde et a prononcé la phrase qui allait mettre fin à sa carrière. Ces documents peuvent être falsifiés. Des papiers d'immatriculation, ça se fabrique. Je pense que vous devez venir au commissariat pour qu'on vérifie que ce véhicule n'est pas volé. Et toi, Carter a senti la colère lui monter à la poitrine, mais il l'a contenue et l'a canalisée dans la précision froide qu'il utilisait au banc. Officier, ces documents sont légitimes. Vous pouvez vérifier l'immatriculation en passant le vin. Vous pouvez appeler le DMV. Tout confirmera que je suis le propriétaire légal de ce véhicule. Je n'ai commis aucune infraction routière et vous n'avez aucune base légale pour me retenir. C'est moi qui décide de la base légale, a répondu Mercer, mais le ton passé du soupçon à l'agressivité. Là, je mène une enquête sur un véhicule possiblement volé et possiblement acheté avec le produit d'activités illégales. Vous ne partez pas tant que je ne suis pas satisfait que cette voiture est à vous. Sur quelle preuve ? A demandé Carter, la voix montant légèrement malgré ses efforts. Je vous ai donné des documents valides. Quelle preuve spécifique avez-vous que ce véhicule est volé ou que je l'ai obtenu illégalement ? La preuve, qu'est-ce, a dit Mercer en désignant Carter puis le Lamborghini, c'est que quelqu'un comme vous ne possède pas une voiture comme ça de manière légitime. Alors vous coopérez et vous venez au poste volontairement, où je vous arrête pour obstruction et je mets ce véhicule en fourrière comme pièce à conviction. À la pompe d'à côté, une femme qui faisait le plein s'est arrêtée et a sorti son téléphone, filmant. À l'intérieur de la boutique, le caissier observait par la vitre, de plus en plus inquiet. Au-dessus d'eux, sous l'auvent, 3 caméras de sécurité filmaient chaque mot et chaque geste en haute définition, créant un enregistrement qui serait diffusé dans des salles d'audience, aux infos, et vu des millions de fois. L'officier Kevin Mercer venait d'accuser un juge de la Cour supérieure d'être un voleur de voitures et un dealer, uniquement à cause de la couleur de sa peau, et chaque seconde de cette erreur qui allait détruire sa carrière était désormais documentée. Et Carter a remis la main dans sa poche et la prise de Mercer sur son arme s'est resserrée. « Je vais chercher mes accréditations », a dit Carter clairement. « Je vais vous montrer qui je suis et ensuite vous aurez une décision à prendre sur le fait de poursuivre ou non ce contrôle. » Il a sorti ses accréditations judiciaires, la carte officielle que tout juge de la Cour supérieure portait, et les a tendues à Mercer. L'emblème doré de l'appareil judiciaire brillait sous les lumières. Et à cet instant, le monde de Kevin Mercer a commencé à s'effondrer. Mercer a pris la carte et l'a fixée sous l'éclairage dur, officiel, plastifié, avec un sceau holographique difficile à contrefaire. Photo de Carter, nom complet, titre de juge, sceau de l'État. Le visage de Mercer a traversé plusieurs expressions en quelques secondes. Confusion, incrédulité, puis colère défensive. Il alternait le regard entre la carte et Carter, comme s'il cherchait une faille. « Non, ça pourrait être une contrefaçon », a dit Mercer, mais sa voix avait perdu l'assurance d'avant. N'importe qui peut faire de faux badges. Carter a gardé son calme malgré la frustration. « Officier Mercer, ces accréditations sont réelles. Vous pouvez vérifier en appelant le tribunal. Le numéro est public. Demandez le greffe. Ils confirmeront mon identité. » Mercer a rendu la carte, mais n'a fait aucun mouvement pour appeler qui que ce soit. Il calculait, et cherchant un moyen de justifier ce qu'il venait déjà de faire. Même si vous êtes juge, ça n'explique pas comment vous pouvez vous payer une voiture comme ça. Les juges ne gagnent pas ce genre d'argent. Les juges de la Cour supérieure dans cet État gagnent environ 195 000 $ par an, a dit Carter, la voix serrée d'une colère maîtrisée. Je suis au banc depuis 19 ans. Avant cela, procureur pendant 9 ans. J'ai investi intelligemment. Je vis selon mes moyens. J'ai économisé des années pour acheter ce véhicule, mais je n'ai pas à vous raconter mon historique financier. Vous m'avez arrêté sans motif, vous m'avez accusé de crimes sans preuve et vous refusez maintenant d'accepter une documentation légitime.
La femme à la pompe continuait de filmer, et elle a interpellé Mercer. « Officier, il vient de vous montrer qu'il est juge. Pourquoi vous continuez à le harceler ?» Mercer s'est retourné vers elle, agacé. « Madame, ça ne vous regarde pas. Rangez ce téléphone et occupez-vous de vos affaires. »« Je filme dans un lieu public, » a répondu la femme, ferme. « J'ai le droit de documenter ce que je vois. » Mercer s'est retourné vers Carter, la mâchoire crispée. « Je vais devoir fouiller votre véhicule pour vérifier qu'il n'y a rien d'illégal. » Carter a secoué lentement la tête. « Absolument pas. Vous n'avez aucun motif probable pour fouiller mon véhicule. Je n'ai commis aucune infraction. J'ai donné une preuve de propriété. Et vous n'avez aucune justification légale pour poursuivre ce contrôle, encore moins pour fouiller ma voiture. J'ai une suspicion raisonnable au vu des circonstances, a dit Mercer, en train de s'accrocher, maintenant, à une justification fabriquée. Quelles circonstances ? A demandé Carter, et son ton est devenu celui qu'il utilisait en audience quand un témoin mentait. Soyez précis, officier Mercer. Mais quelle suspicion raisonnable et articulable avez-vous que je suis impliqué dans une activité criminelle ? Mercer n'a pas pu répondre parce qu'il n'y avait rien à répondre. Sa suspicion reposait entièrement sur le fait de voir un Français noir dans une voiture chère, et il savait que le dire à voix haute finirait de l'achever. Alors il s'est enfoncé. « Éloignez-vous du véhicule », a ordonné Mercer. « Je vais faire un contrôle de sécurité. » Ce n'est pas un contrôle de sécurité. C'est une fouille illégale, a dit Carter. Je vous le dis clairement et pour le dossier, je ne consens à aucune fouille de mon véhicule. Une seconde voiture de patrouille est entrée dans la station, gyrophares allumés. Un agent plus jeune est sorti et s'est approché, visiblement confus. Le Lamborghini, l'homme bien habillé, la témoin qui filme, la posture agressive de Mercer. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé le nouvel agent. « Renfort !» a répondu Mercer vite. « Oh, j'ai une situation de véhicule possiblement volé. » Carter s'est tourné vers le nouvel agent, calme et autoritaire. « Officier, je suis le juge Samuel Carter de la Cour supérieure. Je suis propriétaire de ce véhicule. J'ai fourni l'immatriculation et la preuve de propriété à votre collègue. Il me retient sans motif et menace une fouille illégale. Je vous demande d'appeler votre superviseur avant que ça n'empire. » Les yeux du jeune agent se sont agrandis au mot « juge ». Et il a regardé Carter plus attentivement, l'a reconnu, et son expression a viré à l'alarme. « Monsieur, je pense qu'on devrait appeler le sergent. »« Je n'ai pas besoin d'un sergent, » a claqué Mercer. « Je gère. »« Avec respect, » a dit le jeune agent, plus bas. « S'il est vraiment juge, on devrait... » « J'ai dit que je gère, » a coupé Mercer. Carter a sorti son téléphone. « J'appelle mon avocat. J'appelle aussi la sécurité du tribunal. Oh, et je documente chaque seconde de cette détention illégale. » Mercer a tendu la main vers le téléphone. « Rangez ça. » Carter a retiré le téléphone et, pour la première fois, a élevé la voix. « Ne touchez pas à moi ni à ma propriété. Vous avez déjà violé mes droits au titre du 4e amendement. N'ajoutez pas une agression à votre liste de violations. » Le gérant de la station était sorti et un petit groupe de clients observait. Le jeune agent paraissait de plus en plus mal à l'aise et coincé entre soutenir son collègue et empêcher ce qui devenait clairement un désastre. Mercer, lui, était piégé par son ego et par son refus d'admettre qu'il venait de faire une erreur catastrophique, fondée uniquement sur un biais racial. La femme qui filmait a parlé encore. « J'ai tout sur vidéo. Tout. Comment vous l'avez arrêté? Ce que vous avez dit? Tout. » One. Carter a regardé Mercer droit dans les yeux et a parlé avec la précision froide de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait suivre. « Officier Mercer, vous avez une seule opportunité de mettre fin à ça maintenant. Excusez-vous, rendez-moi mes documents et laissez-moi partir. Ou continuer cette détention illégale et affronter les conséquences. Ce sont vos deux seules options. » La main de Mercer s'est dirigée vers ses menottes. Et Carter a su que l'agent avait fait son choix, le pire choix possible,
mais celui vers lequel son orgueil et son biais l'avaient y poussé, et chaque seconde de la suite serait captée, conservée et utilisée comme preuve dans le procès qui allait détruire la carrière de Kevin Mercer et coûter 10 millions de dollars à son service. Les doigts de Mercer se sont refermés sur les menottes, et le jeune agent a avancé d'un pas, voix urgente. « Merck, attends. On doit appeler le sergent, là. Maintenant. » Mais Mercer était allé trop loin pour reculer. « Tournez-vous et mettez les mains dans le dos, » a-t-il ordonné à Carter. Carter n'a pas bougé. Vous arrêtez un juge de la Cour supérieure dans une station-service pour le crime de posséder un Lamborghini en étant un Français noir. Réfléchissez très sérieusement à votre prochain geste, officier Mercer. Avant que Mercer ne réponde, un troisième véhicule est arrivé. Une berline banalisée. Un sergent en uniforme en est sorti et son visage a exprimé une inquiétude immédiate en comprenant la scène. Gyrophare, foule de témoins téléphone levé, Lamborghini et 2 agents face à un homme bien habillé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé le sergent Rodriguez, la voix chargée d'autorité. Le jeune agent a parlé en premier, soulagé. « Sergent, c'est le juge Carter de la Cour supérieure. L'officier Mercer l'a arrêté, et ça a dégénéré. » Les yeux de Rodriguez ont claqué vers Carter. Reconnaissance immédiate. Juge Carter. Carter a hoché la tête. « Sergent Rodriguez, on s'est déjà vu. Vous avez témoigné dans ma salle il y a environ 2 ans. L'affaire du braquage Martinez. » Rodriguez s'en souvenait. 3 heures à la barre, interrogé sur des procédures de preuve. Le juge avait été juste, mais exigeant. Rodriguez avait quitté la salle avec du respect. Et maintenant, ce même juge se trouvait à portée de menottes d'un de ses agents dans une station-service. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a redemandé Rodriguez, en s'adressant à Carter. La voix de Carter était maîtrisée, mais avec une lame d'acier. « Je me suis arrêté pour prendre de l'essence. L'officier Mercer s'est garé derrière moi, a bloqué mon véhicule et m'a immédiatement accusé de conduire une voiture volée ou achetée avec de l'argent de la drogue. J'ai fourni l'immatriculation et l'assurance et mon permis, tous légitimes. Il a dit qu'ils étaient probablement falsifiés. Je lui ai montré mes accréditations. Il a dit qu'elles pouvaient être fausses aussi. Il a menacé de mettre ma voiture en fourrière et de la fouiller sans motif probable. Il me retient depuis environ 15 minutes, uniquement parce que je suis un Français noir dans une voiture chère. » Rodriguez s'est tourné vers Mercer, l'expression s'assombrissant. « C'est exact ?» Le visage de Mercer a rougi. « J'ai réagi à ce que je croyais être une situation suspecte. Le véhicule est extrêmement cher et j'avais une suspicion raisonnable. » « Une suspicion raisonnable de quoi ?» a coupé Rodriguez. « Vous avez observé une infraction routière ? » ?»« Non. »« Vous avez vérifié la plaque avant de le contrôler ? » Mercer a hésité. « Non. »« Vous aviez un signalement d'un Lamborghini volé correspondant à ce véhicule ? » ?»« Non, mais les circonstances… » Rodriguez a levé la main. « Stop. Vous avez arrêté un juge sans motif. Vous l'avez accusé d'être un criminel. Vous avez refusé d'accepter des documents valides et vous l'avez menacé d'arrestation. C'est bien ça ? » La station était devenue silencieuse, à part le bourdonnement lointain de la circulation. Les témoins filmaient chaque mot. Les caméras de sécurité captaient chaque angle. Rodriguez s'est approché du Lamborghini et a regardé l'immatriculation que Mercer tenait encore. Il a vérifié que le VIN sur le tableau de bord correspondait. Tout était parfait, légal, exactement comme Carter l'avait dit. Rodriguez s'est retourné vers Mercer, une fureur à peine contenue. Le nom du juge Carter est dans notre système. Il est listé comme officier judiciaire pouvant nécessiter une coordination avec la sécurité du tribunal. Vous auriez pu vérifier son identité en 30 secondes. À la place, vous avez choisi de supposer qu'il était un criminel. Carter a parlé doucement, mais avec une précision dévastatrice. « Sergent, l'officier Mercer m'a dit, je cite, « Des gens comme vous ne conduisent pas des voitures comme ça à moins qu'elles soient volées ou achetées avec de l'argent sale. » Ces mots sont sur la vidéo de cette femme. Ils sont sur les images de la station.
et ils seront la base du procès fédéral pour atteinte aux droits civiques que je déposerai lundi matin. Le visage de Mercer est devenu livide. Carter a continué, la voix plus froide. J'ai été procureur et juge pendant 28 ans. J'ai déjà vu des agents comme vous. Vous voyez un visage noir et vous voyez un criminel. Vous voyez la réussite et vous supposez un délit. Vous aviez mon immatriculation avec mon nom et mon adresse dans l'un des quartiers les plus chers de cette ville. Vous aviez mon permis, vous aviez mes accréditations, et rien de tout cela n'a compté. Et parce que vous n'avez pas pu croire qu'un Français noir puisse gagner et posséder légalement un véhicule à 240 000 $ grâce à un travail honnête. J'ai jugé des affaires de faute policière, je connais la loi. Et ce que vous avez fait ce soir a violé mes droits au titre du 4e amendement, constitue du profilage racial et représente exactement le type de police discriminatoire qui détruit la confiance du public. La mâchoire de Rodriguez s'est crispée. « Officier Mercer, badge et armes, et vous êtes suspendu avec effet immédiat. » Les mains de Mercer tremblaient en décrochant son badge. « Sergent, je faisais juste mon travail. »« Votre travail n'inclut pas le profilage de juge, » a répondu Rodriguez sèchement, « ni de qui que ce soit sur la base de la race. » Carter a récupéré ses documents auprès de Rodriguez, geste contrôlé. Il a regardé Mercer une dernière fois. « Vous avez vu un Français noir dans une station-service et vous avez supposé criminel. Et cette supposition vient de vous coûter votre carrière. On se voit au tribunal fédéral, officier Mercer, et cette fois, je ne serai pas celui qui siège. » Il est monté dans son Lamborghini, a démarré et a quitté la station, laissant Mercer debout, badge en main, carrière en ruine. Les témoins ont continué de filmer. Les caméras ont continué d'enregistrer. Et au matin, la vidéo aurait des millions de vues. Et l'officier Kevin Mercer deviendrait le visage de tout ce qui ne va pas dans le profilage racial. Kevin Mercer a été licencié du Westside Police Department 4 semaines après l'incident. La lettre de licenciement citait profilage racial, détention illégale, violation des politiques internes et conduite indigne d'un agent. Licencié pour faute, Mercer a perdu sa pension après 11 ans de service. Il a perdu sa couverture santé. Il a perdu tout ce qu'il avait construit. Et la vidéo virale où il accusait un juge d'être un voleur de voiture a garanti qu'il ne travaillerait plus jamais dans la police. Nulle part. La vidéo a explosé sur les réseaux en quelques heures. Le samedi matin, elle totalisait 15 millions de vues. Le lundi, elle était discutée sur les chaînes nationales, analysée par des juristes la qualifiant de l'un des exemples les plus clairs de profilage racial jamais capté sur caméra. L'audio était accablant, la voix de Mercer répétant « des gens comme vous », diffusée en boucle, devenue symbole de biais implicites. Le juge Carter a déposé sa plainte fédérale 6 semaines après l'incident. Une plainte précise et exhaustive détaillant des violations du 4e amendement, de la clause d'égalité de protection du 14e et des textes fédéraux sur les droits civiques. Elle expliquait comment Mercer l'avait arrêté sans motif, détenu uniquement à cause de sa race et refusé d'accepter des preuves valides de propriété. Carter a poursuivi Mercer personnellement et le Westside Police Department, réclamant 10 millions de $ en dommages compensatoires et punitifs. Les avocats de la ville ont visionné les images de sécurité et lu la plainte. Ils ont consulté le dossier de Mercer. 27 plaintes en 11 ans, dont 20 impliquant des conducteurs issus de minorités dans des véhicules chers ou des quartiers aisés. Le schéma était indéniable, indéfendable. Et quand ils ont comparé le coût d'un procès au coût d'un accord, la décision est devenue évidente. Se battre signifiait plus de publicité, plus d'exposition des défaillances du service, et une défaite quasi certaine face à un jury qui verrait un policier traiter un juge de criminel sur vidéo. La ville a conclu un accord pour la totalité des 10 millions, 8 mois après le dépôt de la plainte. L'accord incluait des excuses écrites du maire et du chef de la police, remises personnellement au juge Carter dans ses bureaux. Carter a accepté les excuses, mais a rappelé que l'argent n'efface pas l'humiliation d'être menacé de menottes
à une station-service pendant que des clients filment. La responsabilité personnelle de Mercer a été limitée par la structure de l'accord, mais sa vie avait déjà été détruite autrement. À 40 ans, il travaillait dans le bâtiment et faisait des livraisons payées à l'heure. Sa femme a demandé le divorce 6 mois après l'incident. Il est incapable de supporter l'exposition publique et la dévastation financière. Ces 2 adolescents lui parlaient à peine, honteux que leur père soit devenu un symbole national de police raciste. Il a tenté la sécurité privée, mais les vérifications d'antécédents faisaient toujours ressortir la vidéo, et aucune entreprise ne voulait d'une telle réputation. Après l'accord, le Westside Police Department a subi une restructuration massive. Le chef de la police, qui n'avait pas traité le schéma de plainte, a été poussé à la démission. De nouvelles politiques ont exigé que les agents documentent des raisons spécifiques avant toute approche lors d'un contrôle de véhicule. Tous les contrôles de véhicules de luxe ont exigé l'accord d'un superviseur. Les formations sur les biais sont devenues trimestrielles au lieu d'annuelles. Un conseil citoyen de supervision a été créé avec de vrais pouvoirs d'enquête. Et 7 autres agents présentant des schémas similaires ont été poussés vers une retraite anticipée. Les images de la station sont devenues un visionnage obligatoire dans des académies de police à travers le pays. L'exemple définitif de la manière dont un biais racial peut détruire une carrière et coûter des millions à un service. Les instructeurs l'utilisaient pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, comment des suppositions peuvent écraser les preuves, et comment assimiler la réussite d'un Français noir à un crime est à la fois moralement ignoble et légalement catastrophique. 5 ans après cette soirée d'octobre, le juge Carter a été nommé à la Cour d'appel de l'État, l'un des plus hauts postes judiciaires. Kevin Mercer, lui, faisait toujours du travail manuel, portant toujours la honte d'avoir accusé un juge d'être un dealer, vivant avec la tâche permanente d'une vidéo virale qui ne disparaîtra jamais. La leçon reste simple et permanente. La richesse n'est pas une preuve de crime. Le succès n'est pas suspect. Et quand des policiers traitent l'excellence des Français noirs comme une preuve de criminalité, les conséquences peuvent leur coûter tout, pendant que ceux qu'ils ont ciblés continuent de s'élever. Conduire en étant un Français noir n'est pas un crime, et posséder de belles choses en étant un Français noir n'est pas une preuve de trafic de drogue. Non, si quelqu'un vous a déjà interrogé sur la façon dont vous pouviez vous payer quelque chose que vous possédez légalement, partagez cette histoire. Quelle politique pourrait réellement arrêter le profilage racial lors des contrôles? Donnez vos vraies solutions en commentaire. Et si vous pensez que la réussite des Français noirs devrait être célébrée, pas criminalisée, abonnez-vous maintenant. On vous apporte d'autres histoires où le profilage racial a rencontré la responsabilité et a tout perdu.